수메르 왕 목록은 역사적 문서라기보다는 왕을 만드는 문서로 간주됩니다. C'est le plus grand véhicule autonome de la planète. Tout au long de l'histoire, des ingénieurs ont conçu des machines si massives et ambitieuses qu'elles promettaient de transformer l'industrie à jamais. Au lieu de cela, beaucoup ont sombré dans des désastres financiers qui ont fini par broyer les entreprises qui les portaient. Voici ces machines lourdes qui ont repoussé les limites de l'ingénierie et en ont payé le prix économique ultime. Numéro 14, le super bulldozer ACO, le monstre trop grand pour être vendu. Construit en Italie au début des années 1980, le super bulldozer ACO fut l'un des plus lourds jamais créés. Pesant plus de 183 tonnes, il fut conçu pour un client unique, la Libye, afin de réaliser d'immenses projets dans le désert avec 2 moteurs développant plus de 1350 chevaux. Sur le papier, il était parfait. Une lame large comme 2 voies de circulation, une dent de défonçage massive et une puissance phénoménale. Les essais prouvèrent qu'il fonctionnait à la perfection. Mais ce n'est pas l'ingénierie qui causa sa perte. Alors que la fabrication touchait à sa fin, des sanctions internationales bloquèrent toute livraison vers la Libye. Conçu pour un seul contrat, l'engin n'avait aucun marché secondaire. Les compagnies minières rejetèrent cette machine unique, dépourvue de réseaux de pièces détachées et trop coûteuse à transporter. Incapable de trouver preneur, le bulldozer devint un actif immobilisé qui sapa les finances de l'entreprise jusqu'à l'effondrement de sa division mécanique. Aujourd'hui, il se trouve toujours en Italie, un chef-d'œuvre brisé par la politique et l'économie. Numéro 13, l'Overland Land Train, un pari de 180 mètres de long. Dans les années 1950 et 1960, des ingénieurs imaginèrent remplacer les voies ferrées par d'immenses convois tout-terrain. Le résultat fut l'Overland Land Train, une machine articulée de 180 mètres de long, propulsée par des turbines et des moteurs électriques intégrés aux roues, conçue pour transporter du matériel à travers les étendues sauvages de l'Arctique sans aucune route. Elle fonctionnait comme une véritable ville roulante, avec ses quartiers d'habitation, ses systèmes de communication et ses modules de cargaison motorisés. Mais à mesure que les prototypes gagnaient en taille, les coûts de développement explosèrent. La version la plus évoluée, le TC497, devint un pari financier colossal. Puis, la logistique a évolué. De nouvelles routes furent tracées dans l'Arctique, des hélicoptères de transport lourd entrèrent en service et la demande militaire s'évapora presque du jour au lendemain. Sans commande gouvernementale, aucun marché commercial n'existait. Les prototypes furent remisés, les coûts s'accumulèrent et le programme contribua au déclin financier de la société. Aujourd'hui, une motrice rescapée en Arizona témoigne d'une innovation arrivée au moment même où elle devenait obsolète. Numéro 12, l'Antarctic Snow Cruiser, ambition figée dans les glaces. En 1939, les États-Unis s'empressent de construire le Snow Cruiser, une base de recherche mobile de 17 mètres et 37 tonnes, conçue pour conquérir l'Antarctique avec une propulsion diesel électrique, des roues rétractables, des laboratoires et même un avion sur son toit. Passé du concept à la réalité en moins d'1 an, il arrive presque sans avoir été testé. Ses pneus lisses n'ont que peu d'adhérence sur la glace, laissant la machine presque immobile, même sur de faibles pentes. Au lieu d'explorer, il est devenu un abri stationnaire coûteux. Puis, la Seconde Guerre mondiale a coupé les financements, le personnel s'est retiré et le Snow Cruiser a été abandonné, fini par être enseveli sous les glaces mouvantes. Financièrement, ce fut un échec spectaculaire, une vision futuriste qui a consommé des ressources énormes tout en ne fournissant presque aucun des résultats promis. Numéro 11. Big Muskie, l'excavatrice à câble qui a écrasé son propriétaire. Big Muskie était l'une des plus grandes machines terrestres jamais construites, une excavatrice à câble de 13 500 tonnes culminant à 22 étages de haut. Son godet, à lui seul, pouvait engloutir un garage pour 2 voitures. Construit pour l'extraction de charbon dans les années 1960, il a coûté 25 millions de dollars, plus de 200 millions aujourd'hui, et nécessitait sa propre sous-station électrique pour fonctionner. Lorsque la demande de charbon était élevée, Big Muskie se justifiait. Il déplaçait des volumes de terre énormes avec une efficacité inégalée. Mais les marchés ont basculé. Les réglementations environnementales se sont durcies. La demande énergétique a changé. Soudain, les coûts d'exploitation extrême de la machine sont devenus un handicap. L'entretien exigeait des équipes et des grues massives. La consommation d'électricité drainait les ressources de l'entreprise. Au début des années 1990, Big Muskie était trop cher à exploiter et trop grand pour être déplacé. La mine a fermé.
La machine a été mise à la ferraille en 1999, ne laissant que son godet comme monument. Big Muskie a fonctionné exactement comme prévu, mais sa gravité financière a écrasé l'entreprise qui comptait sur lui. Numéro 10, la Bucyrus Ery Cartno 250W, le géant qui n'a jamais vu le jour. Parfois, la machine la plus dangereuse est celle qui ne quitte jamais la table à dessin. Le projet de Draglin Cartron 250W prévoyait un engin plus imposant que la célèbre Big Muskie, un monstre de plus de 14 000 tonnes doté d'un godet de 250 yards cubes. Les ingénieurs étaient prêts. Les entreprises étaient intéressées. Puis, les chiffres sont tombés. Les coûts prévus dépassaient déjà les 35 millions de dollars avant même le début de la construction. L'inflation, l'instabilité énergétique et le durcissement des normes écologiques ont rendu l'idée financièrement déraisonnable. Les exploitants de charbon ont fait marche arrière. Les commandes se sont envolées. Des années d'ingénierie et de stratégie commerciale se sont effondrées en une nuit. Cette annulation a marqué un tournant. Le marché des draglines ultra-géantes a disparu, signalant le déclin d'une ère entière et contribuant à la chute financière de son constructeur. La Carton 252 n'a jamais existé physiquement, mais son ombre plane encore sur ce moment précis où l'ambition des méga-machines s'est heurtée à la réalité économique. Numéro 9, la Marion 600-360 Captain, un titan sans successeur. Surnommé simplement le Captain, cette pelle de 15 000 tonnes figurait parmi les plus grandes machines terrestres jamais construites. Du haut de ses 20 étages, avec son godet de 180 yards cubes, elle représentait l'apogée du génie minier. Son prix était à la mesure de sa démesure, plus de 30 millions de dollars pour sa fabrication et son assemblage. Au début, elle fonctionnait à merveille, déplaçant des volumes massifs de déblais. Mais l'évolution des marchés de l'énergie et les nouvelles réglementations ont rendu ces colosses de moins en moins viables. Un seul exemplaire fut construit, un désastre financier pour son fabricant qui espérait d'autres commandes. Puis, le drame est survenu. En 1991, un incendie dévastateur a ravagé la machine. Les réparations étaient trop coûteuses et son propriétaire a préféré l'envoyer à la ferraille. Quelques années plus tard, l'entreprise était absorbée par un concurrent, mettant fin à plus d'un siècle d'indépendance. Le Captain reste une légende, une machine si imposante qu'elle a fini par enterrer son propre créateur. Numéro 8, le prototype de la Bagger 288, un pari qui a failli briser son constructeur. Bien avant que la célèbre Bagger 288 ne devienne le plus grand véhicule terrestre au monde, sa phase de prototypage a failli anéantir l'entreprise qui l'avait conçue. Les ingénieurs ambitionnaient de créer une excavatrice à roues à godet de 13 000 tonnes, capable de déplacer 240 000 tonnes de terre chaque jour. Rien de tel n'avait jamais été tenté. Les coûts ont explosé immédiatement. Nouveaux alliages, moteurs sur mesure, systèmes expérimentaux et fabrication sur site ont plongé les budgets dans le chaos. Les tests structurels ont révélé des flexions dangereuses, forçant des modifications de conception. Les budgets ont doublé, puis triplé. Les actionnaires ont paniqué. L'entreprise a dû faire face à une restructuration financière massive pour simplement survivre au développement. Finalement, la machine a été un succès et est devenue une icône. Mais la phase de prototypage a bien failli mener ses créateurs à la faillite. Numéro 7, la PNH 757, la chargeuse dont personne ne voulait. Conçue pour dominer l'exploitation minière, la chargeuse sur pneus PNH 757 était un colosse. Un godet de 25 mètres cubes et un châssis de la taille d'un immeuble. Les ingénieurs pensaient que les mines réclamaient des machines plus imposantes, capables de remplir les camions plus rapidement. Au lieu de cela, ils ont découvert une vérité brutale. Le marché n'en avait pas besoin. La chargeuse exigeait des systèmes sur mesure, un entretien coûteux et des installations surdimensionnées. Rares étaient les camions capables d'exploiter sa capacité. Alors que les cours des matières premières fléchissaient, les sociétés minières se sont désengagées. Malgré des performances exceptionnelles, le programme a été abandonné, faute d'acheteurs. Cette perte financière a affaibli la position de l'entreprise dans l'industrie, prouvant qu'un succès d'ingénierie ne vaut rien sans une réelle demande du marché. Numéro 10. La Le Tourneau L2350. Une grandeur arrivée trop tard. Aujourd'hui reconnue comme la plus grande chargeuse sur pneus au monde, la L2350 a failli causer la perte de son constructeur lors de son développement.
Chaque composant devait être inventé de toutes pièces, des moteurs de roues électriques géants au châssis renforcé, en passant par des systèmes de refroidissement sur mesure. Les premiers essais ont révélé des fissures, des pannes hydrauliques et une fatigue extrême de la transmission. Les retards se sont accumulés, les coûts ont explosé, les investisseurs ont hésité, tandis que l'entreprise engloutissait ses budgets de recherche. Finalement, la machine est devenue un succès légendaire, mais les dégâts financiers étaient déjà faits. La division minière de la société a été vendue, marquant la fin de son indépendance. La L2350 restera un triomphe né au bord du gouffre. Numéro 5, le MAZ-907 soviétique, un gouffre financier à 24 roues. Conçu pour transporter d'imposants missiles nucléaires à travers les terres soviétiques, le MAZ-907 ressemblait davantage à un pont mobile qu'à un camion. 24 roues, des moteurs électriques intégrés au moyeu et une turbine à gaz naval. C'était un chef-d'œuvre de la guerre froide et un cauchemar économique. Sa transmission était d'une complexité inouïe. Les coûts d'entretien étaient vertigineux et les essais révélaient des pannes à répétition. Chaque heure de fonctionnement engloutissait des ressources colossales. Lorsque l'économie soviétique a commencé à s'effondrer, le programme est devenu impossible à justifier. Il fut annulé avant même sa mise en service. L'unique prototype subsiste aujourd'hui comme une curiosité, un monument à la démesure technologique des dernières années de l'URSS. Numéro 4, l'aéroglisseur SRN-4, le rêve consumé de la Grande-Bretagne. Le SRN-4 fut autrefois le plus grand aéroglisseur au monde, capable de transporter des voitures et des centaines de passagers à travers la Manche à des vitesses d'avion. Il fonctionnait à merveille, mais à un prix que personne ne pouvait assumer. Propulsé par des turbines à gaz, il consommait des quantités astronomiques de carburant. La corrosion due à l'eau salée imposait une maintenance permanente. Même avec un taux de remplissage maximal, les bénéfices restaient dérisoires. Les crises pétrolières rendirent son exploitation ruineuse. Les dettes de construction s'accumulèrent. La concurrence des ferries et, finalement, l'ouverture du tunnel sous la Manche rendirent l'aéroglisseur économiquement obsolète. Au début des années 2000, le SRN-4 fut retiré du service. Une prouesse futuriste qui finit par consumer financièrement ses créateurs. Numéro 3, les crawlers transporteurs de la NASA, les machines de l'ombre à 1 milliard de dollars. Les crawlers transporteurs de la NASA sont de véritables icônes. Des géants sur chenilles de près de 3000 tonnes, bâtis pour acheminer les fusées jusqu'au pas de tir. Pourtant, au fil des décennies, leur entretien et leur modernisation ont englouti des milliards. L'air salin rongeait l'acier. Les chenilles exigeaient un remplacement constant. Des équipes entières se consacraient uniquement à leur entretien. Chaque nouveau programme de fusée imposait une modernisation coûteuse. Des audits internes se sont même demandé s'il ne serait pas moins cher de les remplacer, mais le risque était bien trop grand. Aujourd'hui, ils transportent encore les fusées Artemis et s'avèrent indispensables, tout en restant l'une des machines logistiques les plus chères jamais entretenues. Numéro 2, le Hughes H4, Hercule, le géant volant qui a ruiné une légende. Surnommé le Spruce Goose, le H4 Hercule fut conçu pendant la Seconde Guerre mondiale comme un avion de transport géant construit en bois. Les défis d'ingénierie étaient immenses. De nouvelles techniques de construction, des remaniements constants et le perfectionnisme de Howard Hughes firent grimper les coûts sans fin. Après la guerre, l'intérêt des militaires s'est évaporé. Hughes finança lui-même la fin des travaux, puisant des millions dans sa fortune personnelle. L'appareil ne vola qu'une seule fois, durant 26 secondes, avant d'être remisé dans un hangar climatisé dont l'entretien coûtait des millions. Aujourd'hui, c'est une icône de musée et l'un des désastres financiers les plus célèbres de l'aviation. Numéro 1, le Boeing Pelican ULH, l'avion en papier à 1 milliard de dollars. Le Pélican ULH n'a jamais pris son envol, mais il a tout de même englouti des ressources colossales. Boeing imaginait un avion cargo gigantesque de 150 mètres d'envergure, capable de transporter des bataillons entiers en volant au-dessus des océans grâce à l'effet de sol. Le concept exigeait de nouveaux moteurs, de nouvelles pistes et des infrastructures totalement inédites. Les coûts ont grimpé jusqu'à atteindre des dizaines de milliards de dollars. L'intérêt des militaires a fini par faiblir avec l'évolution des stratégies logistiques. Sans demande civile, le projet n'avait plus aucune viabilité économique. Le Pélican n'a jamais quitté la planche à dessin, devenant ainsi l'un des concepts les plus chers jamais annulés.
Ces géants n'étaient pas des échecs d'ingénierie, mais des erreurs de timing, d'économie et d'ambition poussées trop loin. Chaque machine a prouvé ce que l'humain pouvait bâtir et ce que les entreprises ne pouvaient pas supporter. Au final, il nous rappelle que les machines les plus imposantes entraînent parfois les conséquences financières les plus lourdes.